Donc, je vais vous présenter aujourd'hui quelques éléments sur mon domaine de recherche, donc autour des ondes millimétriques et les applications des ondes terahertz pour les communications. Donc, je vais essayer de vous donner un peu les tenants et les aboutissants généraux, et j'espère bien sûr que ça suscitera des questions et peut-être des débats, puisque c'est un sujet qui effectivement commence un petit peu à faire débat. Alors, je vais commencer de façon assez direct déjà en posant un contexte, en se demandant qu'est-ce que sont les ondes terahertz. Alors vous avez déjà tous parlé avec des électroniciens, vous avez déjà tous parlé avec des photoniciens ou des opticiens. Pour un électronicien, c'est le monde de kT, c'est le monde en fait de l'agitation thermique, c'est la température qui régit le fonctionnement des composants. Et du côté de la photonique, c'est l'énergie de photon, E égale h nu. Et tout simplement, quand on est en petite fréquence en électronique, c'est kT qui gagne, kT petit devant h nu, et quand on est en photonique, c'est h nu qui gagne. Donc là, on va plutôt être dominé par le photon, photonique, et là, on va plutôt être contrôlé par l'électron, électronique. Ok? Alors, ce que ça présente déjà comme panorama, c'est qu'il y a bien quelque chose entre les deux, finalement, puisque tout ça, c'est un continuum. Les équations de Maxwell, elles ne sont pas écrites pour les basses ou les hautes fréquences, sont les mêmes quelles que soient les fréquences. L'électronique, c'est les hautes fréquences, ce sont les hautes fréquences. Pour les gens de la photonique, ce sont les grandes longueurs d'onde. Et donc, c'est ce qu'on appelle les ondes terahertz. Et ces ondes-là, elles ont été découvertes un peu de façon fortuite, à la fois par des gens qui travaillent sur l'infrarouge et des gens qui travaillent sur la spectroscopie, qui se sont rendus compte qu'ils pouvaient mesurer un phénomène avec deux outils de mesure différents. Et donc ça, il y a à peu près une centaine d'années, et aujourd'hui, ces ondes-là, elles servent potentiellement à faire de l'imagerie, des communications, de la spectroscopie. C'est notamment très puissant pour dissocier, analyser les compositions des gaz en suspension, les fumées qui sortent des cheminées, ce genre de choses. C'est très puissant par rapport à l'infrarouge quand les mélanges d'espèces sont, enfin, quand on est en présence de mélanges d'espèces. Et également, ce qu'il faut savoir, c'est que le fond diffus cosmologique, il y a quelques Kelvin, typiquement. Le domaine spectral dans lequel il rayonne le plus, c'est dans ce domaine-là. Donc la plupart des ondes qui viennent de l'espace, aujourd'hui, on ne sait pas bien les détecter. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir à ce niveau-là. Alors moi, je vais utiliser ces ondes-là pour une de ces problématiques-là, les problématiques de communication, et je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi, à un moment donné, on est un petit peu poussé, pas forcément obligé, mais on est un peu poussé pour aller vers ces ondes-là, pour continuer à supporter le massif data. Alors, quand on regarde un peu ce qui s'est passé depuis à peu près, maintenant, finalement, plus d'une trentaine d'années, on se rend compte que même aujourd'hui, on est complètement blasé par la techno, mais ça a été comme une évolution assez massive depuis ce temps-là, puisque quand on compare un GSM, donc autour des années 90, on avait très peu de débit d'information, on avait à peu près 1 millidollar par transistor, voilà, mais ça fonctionnait, le début des cas. Et aujourd'hui, on a à peu près multiplié par 100 000 le débit, et on a divisé par 1 million le prix du transistor. C'est ça qui a fait aussi que ça s'est développé de façon massive, puisque jusque-là, c'était vraiment réservé à certaines personnes, et plus le coût du transistor allait baisser, plus ça s'est diffusé sur toute la planète. Alors jusqu'à la 4G, typiquement, c'était la performance whatever la consommation. Donc il n'y avait pas de limite sur la conso. Donc c'est vraiment le débit qui a poussé jusqu'à la 4G. En 5G, on a commencé à se poser la question, bon, est-ce qu'il ne faudrait pas faire un peu mieux? Puisque jusqu'à la 4G, ce qu'il faut bien de conscience, c'est que 99,9999% de l'énergie rayonnée par la station de base, ça chauffe les arbres et les oiseaux. C'est pas hyper efficace. Et donc c'est pour ça que depuis la 5G, on se pose un peu la question d'arriver à faire ce qu'on appelle de la formation de faisceau, plutôt que d'envoyer le vaisseau partout, on canalise vers les utilisateurs pour faire un peu mieux et être un peu plus énergie efficient. En 5G, on le prend en compte, mais c'est difficile à appliquer. Pour la 6G au-delà, ça sera le point bloquant. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à faire mieux, pareil en consommant moins, ou mieux sans exploser la conso, à un moment donné, ça va coincer. Alors, sur ce graphe-là, on le voit un peu. En gros, une génération, ça met à peu près 10 ans à se mettre en place. Ça, c'est un petit graphe qui donne à peu près en gros, le nombre de mobiles qui sont en fonctionnement aujourd'hui. Alors, il y a encore de la 2G et demi, il y en a encore. Pas beaucoup, mais il y en a encore. Bien sûr, c'est la 4G qui est prédominante.
La 5G, ça a démarré il y a à peu près 5 ans en France, donc ça continue progressivement. Et c'est un cycle perpétuel, ça commence, ça se déploie, 10 ans après c'est fini, il y a la génération d'après qui arrive, puis ça se déploie, et ainsi de suite. Donc c'est un cycle, on va dire, technico-économique d'à peu près une dizaine d'années. Donc c'est toujours la même chose, dès que la techno est prête, on la déploie, on la rentabilise, et ça finance la techno d'après. Voilà, c'est un cycle économique assez classique. On suppose, on pressent que, vu le besoin de conso, comme la 5G est encore très loin d'arriver au perf qui était vendu au début de la 5G, on aura besoin d'une génération d'après, et surtout on aura besoin de faire avec la génération d'après ce qui était prévu pour la 5G. Et donc on pressent qu'entre 2030-2035, la 6G va vraiment démarrer, mais encore une fois, il faut voir comment, et il faut voir avec quelle consommation. Alors, un petit calcul que j'aime bien faire aussi avec les étudiants, donc je vais le faire avec vous pour introduire le sujet. Est-ce que vous savez quel débit vous avez sur votre téléphone en 5G? Qui a la 5G déjà? Quasiment tout le monde maintenant. Quel débit? Pas tout le monde. Quel débit vous avez? Vous avez déjà regardé? Quand ça marche bien, c'est 1 giga, enfin quand ça marche très bien, en environnement usuel urbain, plutôt dense, on a quelques centaines de mégabits seconde. Admettons que tout le monde ait la 5G à 1 gigabit seconde. On prend un scénario d'usage V2, on peut avoir très facilement 1 millier de personnes, voire plus au kilomètre carré. Si tout le monde a 1 gigabit dans sa poche, fois 1000, ça fait 1 terabit seconde. Donc ce terabit par seconde, il va être agrégé par une station de base. La question, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait de ce terabit-là? Il y a deux solutions. Soit on va le relayer avec des réseaux optiques, qui sont les réseaux les plus rapides sur cette planète, mais qui sont des réseaux fixes. Soit on vient les relayer par des stations antennaires. Donc des relais fixes entre stations de base, mais qui n'ont pas d'infrastructure. Et on verra un petit peu plus loin que pour avoir à un moment donné 1 terabit par seconde entre deux antennes, forcément il faut monter en fréquence. Alors c'est un petit peu le calcul usuel qu'on fait. Si on est à peu près conservatif, on se rend compte assez vite qu'à la fin de la 5G, il faudra agréger des terabits par station de base. Si vraiment on regardait ce qui était vendu au début de la 5G, 10 gigabits pic par utilisateur, ce qui ne sera pas tenu de toute façon, mais on se rend compte qu'il y a un vrai problème sur le débit de cœur de réseau. Donc si l'utilisateur a dans sa poche un débit élevé, il faut bien s'imaginer qu'il faut faire x 1000 ou 2000 dans les zones denses, et que ce débit-là, à un moment donné, il arrive bien quelque part, et il faut le traiter, quoi. Alors, que nous dit la physique? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Shannon? Shannon, il nous dit, Claude Shannon, de son prénom, Bellat, il nous dit qu'en gros, pour communiquer, vous avez besoin de deux choses. Vous avez besoin que votre signal ne soit pas trop pourri. Ça, c'est le rapport signal sur bruit. Donc, il faut que le signal soit intelligible. Ou, il faut avoir de la bande passante. Donc, avoir ce qu'on appelle un paquet de fréquences le plus large possible. Si vous avez l'un ou l'autre, vous pourrez avoir de la capacité. Eh bien, aujourd'hui, sur votre téléphone, le goulet d'étranglement, c'est quoi? C'est la bande passante. Il n'y a quasiment pas de bande passante qui arrive sur votre téléphone. C'est quelques mégahertz. Donc, du coup, on est obligé de compenser par le rapport signal sur bruit, par la qualité du signal, pour compenser ça. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour augmenter la qualité du signal? Sachant que le bruit est fixé par la physique, il faut tourner le bouton, il faut rayonner plus de signal. On n'a pas le choix, c'est physique. L'intérêt d'aller un petit peu plus haut en fréquence, c'est que si on va plus haut en fréquence, on va pouvoir augmenter la bande passante. Et si on augmente la bande passante, quelque part, on peut dégrader un peu ce terme-là, et donc baisser la puissance d'émission pour avoir un compromis un petit peu différent. Donc l'idée de monter en fréquence, ça va être d'aller balancer ce qu'on fait aujourd'hui en communication sans fil traditionnelle avec des bandes passantes un petit peu plus grandes. Alors, je passe là-dessus, mais en gros, selon le cas d'usage, dense, urbain, rural, on va avoir des densités de trafic qui ne sont pas les mêmes, et simplement, ce théorème de Shadband-là, on va pouvoir le mettre à notre sauce en fonction que les zones sont denses ou pas. C'est ce qu'on appelle l'agrégation, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Alors cette courbe-là, je la trouve assez intéressante, puisque ça vous donne depuis le début des communications radio, donc c'est Marconi, il y a à peu près 125 ans. Ça, c'est la fréquence utilisée dans les systèmes radio depuis le début.
Alors cette courbe-là, là-dessus, on remarque deux choses. On remarque, un, que ça monte tout le temps, mais que la courbe, elle n'est pas continue. Pourquoi? À un moment donné, ici, on voit que ça a commencé à monter, puis ça a saturé. Pourquoi? Parce que le transistor n'existait pas. Quand le transistor est arrivé, la courbe, elle a repris un coup. Et on voit qu'ici, ça se met à saturer. Pourquoi? Parce qu'on atteint la limite physique des transistors. On ne peut plus les rendre de plus en plus petits, aussi petits qu'on veut, et on rencontre des problèmes progressivement. Et alors, cette courbe-là, qui avait été montrée par un collègue à peu près une quinzaine d'années, il avait prédit en extrapolant la courbe qu'on utiliserait les fréquences, si on extrapolait ça, terahertz en 2020, ce qui est complètement faux, ça sera peut-être même pas en 2040, parce que quelque part, à un moment donné, la physique, elle vous rattrape toujours. De la même façon que la nature nous rattrapera si on consomme trop d'énergie. Alors, donc l'idée c'est quoi? C'est qu'on va pouvoir utiliser différentes bandes de fréquences selon où on va être. La partie basse du spectre, c'est ce qui coûte le moins cher. Quand ça coûte pas cher, c'est qu'on va pouvoir rendre accessible à tout le monde. Donc, tout ce que vous avez dans votre poche, la téléphonie, tout ça, c'est de la basse fréquence. En 5G et ensuite en 6G, on appelle ça du sub 6. Sub 6 parce que tout est en dessous de 6 gigas. Donc ça, c'est de l'électronique, entre guillemets, mass market. Et puis, quand on arrive à agréger des données sur une antenne et qu'on doit monter en débit, monter en fréquence, on a différentes bandes, donc les bandes millimétriques, et puis ensuite les bandes terahertz. Alors, qu'est-ce que nous dit la physique aussi? Quand vous augmentez la fréquence, en fait, la longueur d'onde, elle est de plus en plus petite. Et qu'est-ce qu'on peut faire quand la longueur d'onde est petite? Eh bien, on peut focaliser les signaux. Ça sert à quoi focaliser les signaux? Ça sert à viser les utilisateurs. Donc, pour répondre à la consommation d'énergie, pour éviter de rayonner le signal partout, mais de le rayonner que vers les utilisateurs, à un moment donné, on est obligé de monter dans les bandes de fréquence, puisque, une autre façon de le dire, c'est que si on voulait concentrer un faisceau basse fréquence vers un utilisateur, il faudrait une antenne de cette taille-là. Donc, si vous dites à un utilisateur, je te vois un objet mobile, mais l'antenne est faite de cette taille-là, c'est un problème. Parce que ça, c'est aussi un problème, mais là qui dépasse la technique, c'est que tout le monde veut des communications sans fil, mais personne ne veut voir les antennes. Donc à un moment donné, la physique, elle dit que c'est pas forcément possible. Et donc, particulièrement, moi je m'intéresse à ces ondes-là, donc dans la partie haute du spectre, donc la bande qu'on appelle sub-terahertz ou terahertz, et plus particulièrement quand on regarde les premières normalisations, eh bien il y a deux bandes qui vont ressortir. Des bandes autour de 150 GHz, ici, c'est ce qu'on appelle la bande D, et des bandes qui sont autour de 300 GHz, 1 mm de longueur d'onde. Alors pourquoi ces deux bandes-là et pas d'autres? Puisque communication sans fil, ça veut dire se propager à travers l'atmosphère, et si on se propage à travers l'atmosphère, il faut éviter d'être embêté avec des raies d'absorption de l'oxygène ou de l'eau, donc c'est-à-dire utiliser l'atmosphère là où elle est le plus transparente. Et donc typiquement, ce sont deux bandes de fréquences qui fonctionnent bien pour ces systèmes-là. Donc le use case, c'est vraiment celui-là. Ce sont des communications point à point, en haute fréquence, en utilisant ces bandes de fréquences qui sont terahertz ou sub-terahertz. Et donc pour avoir un ordre de grandeur, dans des futurs déploiements, ce qu'on appelle la bande D, autour de 150 GHz, c'est prévu après 2030, et la bande H, donc autour de 300, vraiment le début de la bande terahertz, prévu plutôt de 35, de 40. Je dis souvent aux étudiants, peut-être qu'au début de ma retraite, je commencerai à utiliser ces systèmes-là, mais la constante de temps, elle ne sera pas beaucoup plus rapide que ça, a priori. Alors, en admettant qu'on puisse utiliser ces ondes-là un jour avec des coûts raisonnables, avec des consommations d'énergie raisonnables, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien, on va pouvoir faire tout un tas de choses, notamment ce qui arrive beaucoup aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le communication et le sensing. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'ISAC également. L'idée, c'est qu'à un moment donné, pour être efficient, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut plus partir du principe qu'on rayonne partout et qu'on détecte partout. Ça marche plus suffisamment pour des problématiques d'énergie. Et que les futurs systèmes, au fur et à mesure que les développements avancent, l'idée c'est qu'on aura plutôt des systèmes un peu plus intelligents qui vont être capables de détecter où sont les personnes et d'ajuster la communication vers la personne en tant que telle.
Et donc progressivement, arriver à détecter, localiser des personnes, ça c'est des technos, ce sont des technos qui existent déjà, c'est du radar. Et donc petit à petit, le monde du radar est en train de s'accrocher au monde des communications. C'est ce qu'on appelle le sensing et les communications. Deuxième application, tout ce qui est support à l'IA. Alors pourquoi support à l'IA? Puisque l'IA c'est du calcul. Qui dit du calcul dit transfert de données, et de stockage de données, et qui dit stockage de données dit transfert de données. Et donc toutes les technos qui vont pouvoir supporter transfert de données massif, à un moment donné, ça va pouvoir aussi se raccorder à ça. Voilà, après pour toutes les applis, je n'ai pas le temps de tout décrire, mais on pourra en reparler au moment des questions. Et donc, comme je disais tout à l'heure, la 6G devrait être ce qu'on appelle green by design, c'est-à-dire que aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de continuer à consommer, sinon c'est complètement insoutenable. Et ça, c'est un vrai problème, puisque par rapport à la 5G, où comme j'ai dit tout à l'heure, l'énergie est toujours montée de façon quasi linéaire, ça ne peut pas être le cas pour la génération d'après. Il se peut, aujourd'hui personne n'a la réponse, que la consommation d'énergie, à un moment donné, soit ce qu'on appelle un show blocker. C'est pas impossible. Mais pour l'instant, les gens travaillent de façon massive à augmenter l'efficacité, mais je dirais personne n'a la réponse. Ce qui est sûr, c'est qu'en télécom, la seule métrique qui est valable, c'est l'énergie par bit consommée. C'est combien de joules vous avez besoin pour transférer un bit. C'est ça la métrique principale. Et donc la question à poser, ok, on augmente le débit d'un facteur 2, mais l'énergie par bit, comment elle augmente? Et en fait, depuis toujours, l'énergie par bit, elle augmente plus vite que le débit. Ce qui veut dire qu'à terme, c'est pas soutenable. Alors, regardons un petit peu d'autres problématiques, d'autres ordres de grandeur. Communiquer dans ces gammes de fréquences-là, c'est très compliqué dans le sens où, sans rentrer dans les équations, vous imaginez un cas d'usage d'une cellule, aujourd'hui un réseau cellulaire, la taille de la cellule c'est à peu près 1 km, voire 500 mètres. Quand vous envoyez un signal à 1 km de distance à 300 giga, vous avez 140 dB de perte, ce qui veut dire quoi? 140 dB, c'est 10 puissance 14. Donc vous envoyez 1 watt d'un côté, et au récepteur, vous récupérez un centième de picowatt, c'est-à-dire quasiment rien. Et donc, c'est pour ça que dans ces gammes de fréquences-là, il faut utiliser des antennes qui sont relativement grosses. Et peut-être vous avez déjà regardé, ou vous regarderez à l'occasion, souvent sur des pylônes, vous voyez des petites galettes comme ça, des petites choses un peu rondes. Ben ça, là-dedans, sont en fait ce qu'on appelle des réflecteurs, pour avoir une canalisation du signal de façon très directive, pour compenser la perte dans l'atmosphère. Donc ça, c'est un vrai problème dans les hautes fréquences, c'est déjà la perte de propagation. Ensuite, quand on fait des communications, on a tout un tas de choses qui vont arriver. On a des trajets directs, on a de la réflexion sur les matériaux, donc il faut connaître la réflexion sur les matériaux, quelle est la réponse d'un plâtre, d'un béton, d'une vitre dans les bandes de fréquences qui vont nous intéresser. Et également, on a des problèmes qui sont liés à l'optique, puisque, comme je disais tout à l'heure, on augmente la fréquence, donc on diminue la longueur d'onde. Donc si on diminue la longueur d'onde, par exemple, ce mur qui est recouvert avec une fibre de verre, ça c'est rugueux aux fréquences terahertz. C'est-à-dire que si j'envoie un faisceau dessus, il ne va pas rebondir comme en optique, il va rebondir de façon complètement éclatée. Donc tout ça, il faut le prendre en compte, et c'est spécifique à ces gammes de fréquences. Voilà. Alors que fait-on en particulier au labo sur ces sujets-là? Eh bien, on travaille beaucoup, sur la réalisation de composants pour réaliser des sources et des détecteurs pour ces gammes de fréquences-là. Et sur la base de ces composants-là, on fait beaucoup de caractérisation de dispositifs actifs, passifs, antennes, ou alors des liens de propagation, point à point, des démos extérieures, dont je montrerai quelques exemples tout à l'heure. Alors ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, je pense, mais on utilise des photodiodes rapides. Donc une photodiode, ça détecte en fait un signal optique pour le transformer en signal électrique, c'est un photodétecteur. Et aujourd'hui, les plus hauts débits, ils sont dans le réseau optique. Donc on réutilise les technos de l'optique.
on passe à travers des photodiodes pour pouvoir générer des signaux dans la gamme terahertz pour en faire un petit peu ce qu'on a envie. C'est ce qu'on appelle du photomélange. Le photomélange, c'est arriver à convertir les ondes optiques en ondes millimétriques et terahertz. Donc ça, c'est ce qu'on fait principalement au niveau de la génération de signaux. Celui-là, je vais passer, c'était pour illustrer un peu les technos de l'optique, mais bon, je vais pas rentrer dans le détail, sauf s'il y a des questions, je vais aller plutôt sur les applications. Alors, quel type d'objet on peut tester? Donc là, un premier exemple, donc ça, c'est un guide d'onde. Donc un guide d'onde, c'est un composant qui va canaliser l'énergie sur un chemin bien déterminé. Et donc ça, c'est des choses qu'on fait avec nos collègues de Singapour, où en fait, on fabrique des guides d'onde qui sont des structures en fait en silicium à toute petite échelle pour de la communication carte à carte. Parce que dans un PC, par exemple, ce qui limite en fait, c'est la vitesse de communication entre le processeur et le disque dur. Parce que le cuivre, en fait, ça a ses limites. Donc le faire de façon optique ou terahertz, ça pourrait être une façon plus efficiente de le faire. Et donc ça, c'est un exemple donc c'est un petit guide d'onde, donc c'est un objet qui est en semi-conducteur, c'est du silicium. Et en fait, ici, il y a du silicium plein, et ici, il y a du silicium percé. Et la nature est bien faite. Là, un signal qui va se propager dans le silicium plein, il va avoir envie de rester plutôt dans le silicium plein que d'aller dans le silicium percé. Donc on peut sur cette base-là faire des circuits qui vont canaliser l'information, la séparer, la recombiner pour avoir des fonctions dans cette gamme terahertz. Et donc dans ce cas-là, ce qu'on avait fait sur cette expérimentation, c'est arriver à montrer qu'on pouvait propager les signaux dans les guides d'onde, les transférer avec un bon débit, avec une bonne qualité de signal, en gardant l'intégrité de la forme d'onde. Et donc sur cette base-là, on avait pu montrer à l'époque, il y a quelques années, qu'on pouvait agréger jusqu'à quasiment 0,3 terabits seconde, ce qui fait 300 gigabits par seconde. Un autre exemple, donc là aussi une collaboration avec le collègue de NTU, où là on a travaillé sur ce qu'on appelle des formateurs de faisceaux. Alors qu'est-ce qu'un formateur de faisceau? C'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous voulez canaliser le faisceau pour la personne A ou pour la personne B, il faut un objet qui prend le signal et qui le rayonne de façon sélective dans l'espace. Et alors, ce qu'on a fait dans ce travail-là, c'est d'utiliser des guides d'onde un petit peu spéciaux. Alors, sans rentrer dans le détail, quand vous êtes dans votre voiture et que vous prenez un virage, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il ne faut pas aller trop vite. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Vous allez tout droit. Eh bien, dans un guide d'onde, c'est pareil. Quand vous avez un signal qui est canalisé, s'il y a une rupture franche dans le guide d'onde, le signal, il est perdu, il va tout droit. Sauf dans certains guides d'onde, qui sont des guides d'onde topologiques. Et on a pu montrer qu'en fait, avec des guidons topologiques, on pouvait faire des coudes aussi abrupts que l'on voulait. On permettait de garder le guidage du signal. Et ça sert à quoi? Ça sert en fait à guider le signal sur plusieurs sources d'émission. Et ça a la propriété en optique d'arriver à canaliser le faisceau dans une seule direction donnée. Donc c'est pour faire ce qu'on appelle de la formation de faisceau. Et ça a été montré pour la première fois dans ces gammes de fréquences-là, et on a pu montrer, que ça marchait, qu'on pouvait rayonner des faisceaux sur 360 degrés, et surtout qu'on pouvait rayonner des signaux qui contenaient des données de communication dans ces gammes de fréquences-là. Donc ça, ce sont des applications plus fondamentales. Après, on a des applications aussi plus appliquées. Ça, c'est un autre exemple de mesure dans les gammes de fréquences millimétriques, cette fois-ci sur des circuits industriels. Donc ce sont des circuits microélectroniques qui sont fabriqués chez ST Micro à Crolles, à Grenoble. Donc là, quand on reçoit des puces de chez ST, elles sont sous la forme d'un wafer, une galette de silicium qui n'a pas de connecteur, on ne peut pas câbler quoi que ce soit dessus. Donc on vient, ce qu'on appelle sur une station sous pointe ici, vous voyez la galette de silicium là, et on vient contacter le composant à très petite échelle. Et donc ça, c'est une vue au microscope du composant. Entre deux pointes là, vous avez à peu près 100 microns. Donc ça fait typiquement 200 microns sur à peu près 1 mm. Voilà la taille du chip. Et donc sur cette base-là, donc c'est un contrat européen qui s'appelle Shift. Et donc on a développé un testbed de mesure en gamme millimétrique. Ici c'est en bandé à 150 gigas pour pouvoir tester les circuits, puisque bien sûr, si ST veut mettre sur le marché des technos pour la bandée, il faut préqualifier ces technos-là
Le problème, c'est que le marché n'est pas encore là. Si le marché n'est pas là, ST ne peut pas forcément investir en amont, c'est pas rentable, donc fait appel à des labos pour faire le développement des testbeds. Alors, au niveau européen, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, une génération, c'est à peu près 10 ans, hein, typiquement. Donc, l'Europe a bien compris qu'elle avait perdu la 5G, hein, et de très loin, ça a été développé complètement à l'extérieur. Et c'est pour ça qu'au début du déploiement de la 5G, l'Europe a essayé vraiment de mettre en place un programme assez bien identifié pour la 6G. Hein. Donc, c'est ce qu'on appelle la SNS 6G. Et donc, il y a eu des calls européens de façon régulière pour développer les concepts, faire les spécifications, les premières preuves de concept, et ensuite travailler avec les opérateurs pour les premiers déploiements, pour essayer de ne pas louper le passage à la 6G. Et donc, dans ces appels européens, beaucoup de projets ont été financés, dont un qui s'appelle Times, auquel j'ai participé à ce projet-là, et donc c'est celui sur lequel je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on y a fait dans le cadre de cette stratégie européenne sur la 6G. Alors, dans ce projet-là, l'idée, c'était de montrer qu'on pouvait faire mieux avec la 6G qu'avec la 5G, donc de remplacer un réseau industriel 5G par un réseau 6G. Donc, réseau industriel 5G, donc on a travaillé avec une société italienne, membre du consortium, qui travaille sur de la robotique. Hein. D'ailleurs, peut-être tu connais Robopack, je ne sais pas si ça te parle. Ce sont des experts pour le packaging et ils développent énormément de machines de robotique. Et l'idée, c'était d'utiliser les ondes terahertz pour remplacer les réseaux 5G et montrer que c'était mieux. Mais en 5G, ce qu'on peut faire en 5G, et pas forcément encore en gamme terahertz, c'est arriver à connecter deux objets qui ne se voient pas. C'est-à-dire connecter deux objets qui sont séparés par un mur ou alors qui sont séparés par une porte ou autre. Et donc le but, c'était vraiment d'arriver à démontrer ça en gamme terahertz. Alors, comment on arrive à faire ça? Eh bien, si vous avez plus le lien de communication d'un point A à un point B entre votre source et votre détecteur, il y a une solution qui existe aujourd'hui, c'est d'utiliser des miroirs qui ont des propriétés un petit peu spéciales, qui ne se comportent pas comme des miroirs, certains appellent ça des métasurfaces, d'autres appellent ça des surfaces intelligentes reconfigurables, mais en gros, que font ces surfaces-là? Eh bien, ces surfaces-là, vous savez tous qu'un miroir, quand vous envoyez une onde avec un certain angle, loi de Descartes, elle rebondit avec le même angle, mais sur ces miroirs un petit peu fancy, eh bien, l'onde qui repart, elle n'a pas le même angle que l'onde qui arrive. Et que ça, on peut le contrôler en ajustant la surface de phase, en tout cas, on peut l'ajuster en agissant sur le composant qui est là. Et ça, c'est très intéressant puisque ça veut dire que vous avez votre source qui va éclairer la surface de phase ici, et en contrôlant la surface, vous allez pouvoir ajuster votre faisceau et l'envoyer vers le récepteur. Et le but de ce projet-là, c'était de montrer que ça pouvait marcher dans ces gammes de fréquences. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donc développé avec des partenaires des surfaces de phase. Alors, qu'est-ce qu'une surface de phase? En gros, j'appelle ça un drôle de miroir. Hein. Le miroir dans la salle de bain, c'est un panneau métallique homogène. On se voit dedans, il n'y a pas de trou. Eh bien, un miroir un petit peu magique quelque part, c'est un miroir dont la quantité de métal va dépendre de l'endroit où vous êtes. Alors, forcément, si on avait 100 miroirs de salle de bain, ça serait pas génial. Mais quand c'est correctement dimensionné avec les bonnes tailles, ça va jouer le rôle de miroir un petit peu adapté pour les gammes de fréquences qui nous intéressent. Et donc, on a, dans le cadre de ce projet-là, on a donc travaillé sur les surfaces et aussi travaillé sur les instruments de mesure, sur l'instrumentation pour arriver à caractériser ces surfaces-là, puisque ça n'existait pas. Alors, je vais passer dans le détail sur ces techniques-là, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, j'aurai pas le temps, mais en gros, pour vous dire qu'on a développé des méthodologies de mesure et globalement, en résumé, on envoie un signal sur la surface, on mesure d'abord ce qui sort à l'angle identique à la surface, et évidemment, si cette surface-là se comporte comme un miroir magique, on va dire, eh bien, au niveau de cet angle-là, on ne doit pas avoir de réflexion. Donc c'est ce qu'on voit sur cette courbe. La réflexion sur cet angle-là, elle est beaucoup plus petite que la réflexion d'un miroir classique. Et donc si le signal ne ressort pas ici, c'est qu'il ressort ailleurs, et en l'occurrence, ensuite, il faut aller mesurer quel est l'angle pour lequel le signal ressort, et surtout, à quelle fréquence ça va marcher le mieux.
Une fois que cette surface-là était caractérisée, eh bien, on a mis en place une démonstration qu'on a d'abord validée à Yémen et ensuite on l'a transportée à Bologne en Italie au mois de mars. Et donc ça, c'est la vue de la factory dans laquelle on a installé le système. On avait donc une antenne d'émission ici, une antenne de réception ici, qui ne se voit pas. Et entre les deux, le signal qui était envoyé là rebondissait de façon non spéculaire sur le récepteur et pareil dans l'autre sens. Ici, il y avait un serveur, ici, il y avait une machine, et ensuite, on a fait du test réseau pour vérifier que la communication se passait correctement. Alors ici, une petite vue de la manip d'abord en labo, donc avec les antennes, les surfaces reconfigurables, avec donc l'émetteur 1, le premier faisceau qui rebondit avec un angle spécial vers le deuxième récepteur, et le deuxième émetteur qui rebondit vers le premier récepteur ici, avec un angle différent. Donc c'est vraiment ça qui était nouveau, c'était d'arriver à montrer qu'un miroir quelque part artificiel, qui se comporte pas comme un miroir, ça marchait, et deux, ça permettait de faire un vrai réseau, puisqu'à la fin, on a relié deux PC en Ethernet, et ça passait bien à travers le système terahertz. Donc ça, c'est une vue de la manip à Bologne, donc avec l'émetteur, la surface reconfigurable, et de l'autre côté qu'on voit pas, il est sur le slide d'après, je crois, le récepteur. Et c'était la première fois que ça a été montré dans ces gammes de fréquences et avec ce cas d'usage ici. Alors ce qu'on avait fait, c'est que pour essayer d'identifier un peu les choses, on avait utilisé deux pointeurs laser, un rouge et un vert pour dissocier les trajets, et on avait mis un petit peu de fumée autour de la surface réfléchissante pour montrer qu'on avait vraiment un premier signal là, donc pour le premier trajet, et un deuxième signal là, et que l'optique traditionnelle, la réflexion spéculaire, ne pointait pas vers le récepteur. Pour vraiment valider le concept de réflexion non spéculaire. Si vous êtes intéressé, il y a un lien YouTube, tout est dessus, vous pouvez aller regarder, ça explique aussi les quelques éléments généraux sur les ondes terahertz, sur les transparences et autres. Et là, j'ai mis pour terminer quelques autres démonstrations. Alors la première démonstration qui a été faite, donc je l'ai fait en 2017 à Dunkerque, ça commence à dater un peu, où bon là la techno était moins avancée également, donc comme la techno était moins avancée, et bien l'antenne était plus grosse pour compenser la puissance disponible. Et donc ça, c'est une liaison que j'avais faite sur à peu près 1 kilomètre de long, où en fait on envoyait de la télé de l'autre côté en filmant les gens qui étaient sur la plateforme, et les gens se voyaient à travers le système de transmission. Donc ça a été à ma connaissance la première démonstration extérieure de ce type de système en Europe. Ensuite, plus récemment, le projet Thor, donc un autre projet européen qui a été financé juste avant le projet Times, là, sur la CNSIG, où là, j'avais recruté un deuxième, Alexandre Renaud, en stage ingé, qui m'avait aidé à mettre en place le démonstrateur final, qui était parti à Berlin avec moi, puis parti à Braunschweig pour la démo finale. Et quand on était rentré, on avait aussi démontré le système en France avec un cas d'usage un tout petit peu différent. Donc on avait emmené la liaison, ça c'est pour ceux qui connaissent, entre Flins-les-Raches et Raches, c'est un chemin tout droit qui fait 1 kilomètre de long, et on avait pu arriver à montrer que ça fonctionnait bien. Alors dans ce système, finalement, un des éléments les plus difficiles, ça a été d'acheter cet objet-là, puisque ça c'est un viseur de sniper, et j'ai dû expliquer à mon service financier pourquoi j'avais besoin d'acheter un outil de sniper. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et suite à ces expérimentations, ce dont j'étais aussi fier quelque part, c'est que j'ai mon premier papier avec un étudiant de Polytech qui a publié dans I3E le résultat de cette démo. Alors d'autres démos également, dans le cadre de la conférence que j'avais organisée à Paris en 2024, EMW, comme on avait un projet aussi BPI avec Nokia France, on avait réussi à faire installer pendant le salon de la conférence un prototype de Nokia. Donc c'est pareil, c'était une première mondiale, il n'y avait personne qui avait tenté de faire ça avant. Et là c'est pareil, la plus grande difficulté, ça a été d'installer les pylônes, de faire venir les bonnes personnes qui avaient les bons permis pour tous les side things, on va dire. Mais c'était ça finalement qui avait été le plus difficile. Et ça avait très très bien marché,
à partir du moment où on avait communiqué sur le salon pour annoncer qu'il y avait cette démo, on avait vraiment vu la montée en fait des inscriptions sur le salon. Alors, il y a beaucoup de projets 6G aujourd'hui dans le monde. Bon, il y en a en France, il y en a aux US, il y en a beaucoup en Asie. La Chine a investi de façon massive et l'Inde vient de démarrer il y a à peu près un an. Mais vraiment de façon massive. Hein. C'est des ordres de grandeur complètement différents. Et en France, il y a des projets qui sont financés sur France 2030, c'est le PEPR Réseau du Futur, dans lequel, bien sûr, on intervient pour le développement de ces systèmes dans ces gammes. Donc, où est-ce qu'on en est? Eh bien, on en est un petit peu dans cette zone-là, où en gros, ça c'est aussi une courbe assez classique en techno, c'est on sent qu'on peut vraiment, il y a une nouvelle techno qui arrive, super, on va pouvoir tout faire avec. Ne vous inquiétez pas, on fera tout. Donc là, tout le monde se met dessus, il y a le nombre de papiers augmente de façon exponentielle. Ensuite, les gens ils se posent, bon ok, ça va servir à quoi? Donc là, ça redescend, et maintenant on est dans cette phase-là où, en gros, il faut trouver le bon use case, il faut trouver la bonne conso, le bon compromis coût-performance. Mais ce qui est certain, c'est que quand on regarde le nombre de publis, quand on demande à notre IA préféré le nombre de publics qui mentionne le terahertz, c'est vraiment une augmentation très, peut-être pas exponentielle, mais au moins polynomiale à ce niveau-là. Et alors, dans les autres projets qui sont en cours, donc il y a le projet Hyperlink, où là, on veut faire des communications bandées en utilisant des chips qui sont designés par MC2 Technologies, donc chez Macom, qui est une société française, un fondeur de composants, caractérisés à l'IMN et utilisés au CEA avec des modems short range, petite distance, et chez Nokia pour leur système backhaul, pour les communications point à point. Au niveau composants, il y a du développement aussi de composants intérieurs dans le cadre du PEPR électronique, donc financé pareil par France 2030, et comme je le disais tout à l'heure, le PEPR 5G Réseau du Futur, qui regroupe donc le CNRS, le CEA, l'IMT, à peu près donc 500 permanents hein, au niveau français sur ces sujets-là, pour espérer arriver à se positionner en prévision de la 6G. On arrive à la fin, donc en résumé, donc il y a quand même une histoire très très importante des télécoms en France, à la fois en optique, en câblé et en sans fil. Donc tous les acteurs sont à peu près en présence pour pouvoir se positionner sur ce sujet-là. Et le but, comme vous l'aurez compris, c'est d'utiliser les hautes fréquences pour supporter le cœur de réseau des réseaux du futur, sachant que plus on densifie le réseau cellulaire, plus on va avoir un goulet d'étranglement qui va se retrouver sur les stations de base. Et donc, il faut des solutions pour arriver à satisfaire ces problématiques de déploiement. Et voilà, et ça c'est très récent puisqu'on a présenté ces projets-là à Malaga il y a 3 jours pour montrer les résultats de ce projet européen Times. Je vous remercie, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci Guillaume, impressionnant.